Il est 15 h. On n'est toujours pas arrivé à Kédougou. Franchement, ce voyage, j'ai hâte de me poser et de vous raconter. Bienvenue à tous sur ma page YouTube. Je suis Ivana l'aventurière. Donc tu es arrivé sur ma page à l'instant. Si tu es nouvelle ici, il y a une chose à faire, c'est d'aller t'abonner avant tout. D'ailleurs, j'espère que vous allez tous me laisser un petit pouce bleu parce que j'ai galéré pour ce voyage. Mais littéralement. Mais je vais vous raconter et vous allez le vivre avec moi en images dans tous les cas. Donc pour commencer cette vidéo, je vais commencer par une petite story time où je vais vous raconter mon voyage chaotique pour rejoindre la zone du Sénégal oriental. Donc la zone où j'allais, c'était à 700 km de Dakar et le trajet se fait normalement en 14 heures maximum. Et là, j'ai fait 24 heures sur la route. 24 heures. Les 24 heures les plus longues de ma vie, je pense. Hein. J'avais l'impression que j'allais jamais arriver. Mais bon, ça me laisse au moins des choses à vous raconter. On va poursuivre après cette vidéo par la première découverte que j'ai faite, à savoir une belle cascade qui se trouve dans la zone de Fongolimbi. Donc je vous raconterai tout ça tout au long de la vidéo. Storytelling time, storytelling time, storytelling time. Je pars dans tous les sens. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi parce que sinon on va jamais terminer avec cette vidéo. Donc du coup, 24 heures pour rejoindre Kédougou. Comment ça se fait d'ailleurs? Parce que madame a eu la bonne idée de voyager le jour d'un événement religieux. Enfin, la veille du jour d'un événement religieux qui est le Magal de Touba. Le Magal, c'est un pèlerinage annuel qui regroupe une partie de la communauté musulmane du Sénégal. Et donc chaque année, cet événement en fait brasse des millions et des millions de personnes dans la cité religieuse de Touba. C'est-à-dire que tout ce qui est transport afflue vers cette ville-là. Donc, étant donné que je devais voyager avec quelqu'un et que cette personne n'avait pas de disponibilité réellement en dehors de cette date, on n'a pas eu d'autre choix que de partir à la période du Magal. Mais c'était une grosse erreur. C'était clairement une grosse erreur. Donc, on est parti. On a quitté chez moi à 17 h à peu près. Dès qu'on sort, la compagnie nous appelle et nous dit « Oui, Madame Diouf, je vous appelle à propos de votre réservation. Finalement, le départ du bus est pour 21 h parce que le départ était initialement pour 20 h et la convocation à 18 h. Donc, moi, j'ai compté les embouteillages pour arriver, on va dire, vers 17 h 40 à peu près. Donc, j'étais un peu en avance, on va dire. Donc, ils me disent que finalement, le départ qui était prévu initialement à 20 h est repoussé à 21 h. C'est pas grave, au pire, j'arrive en avance et je patiente. Donc, on arrive, on enregistre, on récupère nos tickets et on va s'asseoir. On attend. 19 h, 20 h, 21 h, pas de bus. 22 h, pas de bus. À 22 h 30, les gens de la compagnie sortent et nous amènent à manger. Pour tout le monde, repas gratuit, collation, boisson, tout. La totale, ils ont fait vraiment la totale, ça fallait le dire. Et donc, je dis aux personnes qui sont à côté de moi, c'est bizarre quand même qu'on nous donne à manger, à boire. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de partir en fait. Et donc, 23 h arrive, toujours aucune information. Mais moi, honnêtement, j'étais sans stress. Je me dis, honnêtement, même si je mets 16 h sur la route, je voulais juste arriver. Je voulais juste arriver parce que je savais que ce que j'allais vivre, ce serait incroyable. Et vers 23 h à peu près, quelque chose comme ça, la responsable nous appelle, convoque tous les passagers et nous dit « Écoutez, je suis désolée, mais le bus qui doit venir vous chercher est coincé dans la ville religieuse. Il ne peut pas sortir pour l'instant. » À savoir que c'est des embouteillages de 10 heures de temps hein, dans la ville religieuse. Donc tu peux rentrer et avant de sortir, tu passes 10 heures d'embouteillage. Donc nous, on est là, on fait comment du coup? Elle nous dit « Il y a un bus qui est là, qui est garé. » Mais le bus n'a pas de climatisation.
Donc, la compagnie a décidé de tous vous rembourser vos billets et vous allez pouvoir voyager si vous le souhaitez. On nous a donné le choix. Si on le souhaitait, on pouvait voyager avec le bus non climatisé. Et donc là, tout le monde en mode super vénère, énervé et tout. On dit, ouais, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas proposé plus tôt? Nous, on est là, on attend depuis 20h, 21h. Donnez-nous le bus, on va partir avec. Donc nous voilà, on embarque. Il faisait excessivement chaud dans ce bus. Mais bon, tout le monde avait reçu aussi le montant du billet, donc personne n'a parlé. Moi, je me disais dans ma tête, mais comment je vais tenir 14 heures avec cette fournaise? Bref. Donc nous voilà, vers minuit, on quitte le point de départ et on s'engage sur l'autoroute pour sortir de Dakar. Après, avec l'événement religieux en question, il y a aussi des embouteillages parce que tout le monde sort en même temps. Donc à minuit, on avait des embouteillages monstres. Et on a une première sortie d'autoroute, celle de Pikine, pour ceux qui connaissent. Et juste avant la sortie de l'autoroute, le bus commence à faire... Tu sais, quand tu entends le bruit là, tu sais que c'est les problèmes. Ah, le titre de la gloire. Glorieuse. Bref, donc on entend le titre et le bus prend la première sortie de l'autoroute et sort. Donc il paie son péage et il se met sur le côté. Et en plus, c'était dans une zone, honnêtement, moi, en temps normal, en tant que Dakaroise, je ne serais pas descendue dans cette zone-là parce qu'elle n'est pas safe. On s'arrête et tout le monde descend parce qu'il faisait excessivement chaud dans le bus. On se met sur l'aire d'arrêt pour ceux qui sont en panne. Et là, moi, en tant que bonne voyagiste, organisatrice de voyage, je pars m'enquérir de la situation en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a aucune information, dites-nous ce qui se passe. Et là, les gens, ils font de la rétention d'informations, ils nous disent pas ce qui se passe, ils nous disent ouais, allez attendre comme tout le monde et tout ça. Moi, je suis une fuite, j'ai essayé de savoir et j'ai compris en fait qu'ils n'avaient pas d'air. On a compris parce que je n'étais pas la seule. Qu'en fait, ils n'avaient pas d'air, parce que le monsieur, il répétait à l'autre au téléphone qu'ils avaient un problème d'air. Je dis, mais attends, mais ils ont des pneus qui sont gonflés, c'est quoi le souci d'air, il est où? Et apparemment, c'est des bus, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne suis pas une pro en mécanique, donc encore une fois, peut-être que je me suis trompée, mais de ce que j'ai compris, c'est le frein, en fait, le système de freinage, c'est un système à air, et du coup, le bus n'en avait plus. Ils n'avaient plus d'air pour faire ce trajet-là. Donc, clairement, le bus a roulé sans système de freinage. Donc, c'était pour ça qu'il s'est arrêté. Donc, nous, on s'est mis sur le bas-côté. Et à un moment donné, avec tous les bagages à l'intérieur du bus, le bus part. Et il nous laisse sur l'aire d'autoroute. Personne n'a compris. On est resté là-bas pendant 1 heure de temps. On n'a plus vu le bus. On n'a eu personne de la compagnie. Je vous mettrai après des screens. Je ne sais pas si je les ai encore. Des messages que j'ai envoyés en étant énervé à la compagnie en leur disant mais on est là, il est presque 2 heures du matin, vous nous plantez en plein milieu de l'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Personne ne me calculait. J'ai appelé, j'ai insisté, j'ai dû appeler 16 fois, personne ne me répondait. Donc entre-temps, je reprécise, il y a eu un fou qui est venu nous rejoindre là où on était. Et le gars, je ne sais pas s'il était fou ou s'il était juste stone. Mais le gars, il avait abusé quand même sur la fumette et il était stone. Très clairement, il était stone. Mais c'était pas le genre qui pouvait faire mal à quelqu'un. C'était plutôt le genre qui pouvait énerver quelqu'un. Le gars est venu avec une bombe d'insecticide, donc les bombes biotox. Il a commencé à tous nous gazer. Et moi, j'ai des soucis d'allergie. J'ai l'odorat qui est très fragile. Ce genre d'odeur, ça me rend malade facilement. Donc, je suis allée me mettre de côté et les garçons étaient super vénères. On va le frapper et tout. La première fois, ils n'ont rien fait. Le gars est revenu, il a gazé encore tout le monde. Et c'est la deuxième fois qu'ils se sont tous énervés et qu'ils se sont dit qu'ils allaient le frapper. Donc, après le fou qui part, nous, on était assis sur un rebord de la route et tout. Et on commençait entre nous à parler. Et à un moment donné, il y a un groupe d'Espagnols qui voyageait avec nous, qui se sentaient un peu perdus.
Et vu que quand on était au point de départ, à un moment donné, on les a aidés à faire la traduction en anglais. Enfin, je parle plus du tout espagnol. Donc, en anglais pour leur expliquer qu'ils allaient être remboursés pour leur transport et tout. Donc quand on s'est tous retrouvés sur le rebord de l'autoroute, ils ont commencé à nous dire si jamais le bus est annulé et qu'il faut repartir, qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient dormir en fait la nuit. Et surtout qu'il était 2 heures du matin. Moi je vis dans un studio, clairement je ne pouvais pas les loger. À 2 heures du matin, on a commencé à appeler un pote qui fait hitch le soir parfois, pour savoir est-ce qu'il serait possible éventuellement si le bus revenait avec nos bagages, parce que jusque là on ne savait pas où est-ce qu'il était, qu'ils viennent les chercher pour les aider à trouver un hôtel à 7 heures. Et on leur a donné en gros les coordonnées d'une autre compagnie qu'ils pourraient peut-être emprunter le lendemain, parce qu'ils avaient en fait une réservation déjà payée pour la destination, donc ils ne pouvaient pas manquer. Et donc à partir de là on commence à bavarder, à bavarder. Et juste à un moment donné, on voit le bus qui traverse. Mais ce n'était pas le bus, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on voit un bus de la compagnie qui traverse. Et tout le monde commence à se dire, c'est le bus, c'est le bus. Et on se met tous à sprinter. Mais vraiment, c'était trop drôle. À 2 heures du matin, on s'est tous retrouvés à sprinter. Et on allait dans le quartier. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le bus qui nous avait lâchés était juste à côté. Il était vraiment à 300 mètres de nous, là où on était. Mais en fait, ils n'osaient pas nous affronter. Donc, ils sont allés se cacher. Et donc, en gros, l'autre bus qui est arrivé, c'est le bus qui revenait de Tambacounda, qui est aussi une autre destination du Sénégal oriental, qui a ramené les clients, en fait, qui venaient de Tamba et allaient à la compagnie les déposer. Et en fait, ils n'ont même pas eu le temps de nettoyer le bus. Il est arrivé très, très, très sale pour nous prendre. Donc, moi, dès que le bus est arrivé, je suis allée rapidement pour récupérer la même place que j'avais à l'aller, en attendant qu'on puisse faire le transfert de bagages. Donc, on est rentré dans le bus et vers finalement 2h, 2h30, on a pris le départ. Donc, on a roulé toute la nuit. Franchement, sans encombre, hein. Il y avait des embouteillages par moment, mais sans encombre vraiment. Donc, de 3h à midi, on a roulé sans interruption. Parfois, le bus, il s'arrêtait quand il se faisait arrêter. Mais moi, en gros, j'ai dormi une bonne partie. J'ai essayé de regarder des films et tout ça. Mais j'avais froid aussi. Il faisait excessivement froid parce qu'ils avaient mis la clim à fond. Et parfois, les gens se levaient pour demander au chauffeur de réduire la clim. Donc, vers midi, on arrive à Tamba pour que les gens qui devaient descendre là-bas puissent récupérer leurs affaires et tout. Donc, tout se passe sans encombre. Et après Tamba, il y a le parc du Nyokolokoba, donc là où certaines personnes peuvent faire aussi un safari. Donc on trouve des animaux comme le lion, l'antilope cheval, donc qu'on appelle le Nyokolokoba, enfin le Koba, pardon. Le Nyokolo, c'est le nom d'un fleuve. Et d'autres animaux comme l'éléphant. On a des éléphants au Sénégal, mais c'est rare de les voir. À défaut de faire un safari dans le parc, cette étape aura été au moins intéressante pour un point. Nous avons pu rencontrer des animaux dans le parc, notamment le phacochère et quelques singes qui sont venus chercher à manger. En fait, la route, elle traverse l'intérieur du parc. Et à un moment donné, il y a un grand parking et en face, il y a le service des eaux et forêts. Et juste avant cette partie-là, un des clients a fait un malaise, mais vraiment un gros malaise où on a eu peur, hein. On a vraiment eu peur et il a fallu qu'on s'arrête. On s'est arrêté sur le grand parking qui était là-bas et tout le monde est descendu. Et là, on y a passé 2 heures. C'était un des Espagnols. C'était incroyable. Je n'ai pas les mots en fait pour raconter parce que on est passé par toutes les frayeurs. La personne a commencé à devenir tout rouge, à vomir. Vraiment, c'était juste désolant pour cette personne-là. Et sa famille ne pouvait rien faire. Heureusement, une des femmes qui était avec eux était infirmière. Et donc, nous, on a essayé de voir avec la bouteille, on avait 2 bouteilles d'eau, donc on en a ramené une. On a aidé pour les soins, on les a aidés pour traverser, pour qu'ils aillent de l'autre côté, pour qu'ils puissent s'installer là-bas. Et on a attendu, en fait, parce qu'il faisait chaud. Le bus était climatisé, mais je pense que c'était plus parce que la personne était âgée
Et parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'heures de route sans interruption. Donc, on a passé quasiment plus de 12 heures de bus sans que la personne ne puisse se reposer. C'était fatigant. Donc, on a passé à peu près 2 heures, 2h30 facile dans le parc à attendre que ça se calme. Et après, on est remonté dans le bus. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Kédougou, la personne n'arrivait pas à respirer correctement. Et elle n'arrivait pas à passer en fait le truc sans vomir. La personne avait tout le temps des vomissements. Donc je passe rapidement cet épisode parce que je ne veux pas me rappeler encore de ça. Ça m'a vraiment désolée. Donc on arrive finalement à 17h30 à peu près à Kédougou. Et notre guide Karim vient nous chercher. Donc on avait quitté 17h de la veille à la maison. Et on est arrivé à 17h le lendemain. Le tout sans avoir pris de douche. Eh ben oui. Quand on va faire Kédougou, il faut oublier certaines choses. C'est le confort, hein, la douche. À l'arrivée, on rejoint automatiquement notre hôtel parce que nos aventures allaient commencer le lendemain. Et je vous jure, les amis, vous n'êtes pas prêts. Kédougou est une destination incroyable que j'ai hâte de vous faire découvrir sans plus tarder. Après avoir fait les provisions pour la journée, nous sortons de la ville, direction Fongolimbi. Dans cette zone, nous allons retrouver plusieurs cascades, certaines que j'ai déjà découvertes par le passé et d'autres comme celle où je vais aujourd'hui, à savoir celle de Lombel que je n'ai encore jamais faite. Je vais m'improviser prof de géographie et vous faire un petit rappel de ce qu'est le Fouta Djallon. Donc pour ceux qui le savent, le Fouta Djallon est un massif montagneux qui se trouve en Guinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone est frontalière à la Guinée, donc Conakry. Et donc on a d'une part le Sénégal et de l'autre partie la Guinée-Conakry. Donc cette route que nous avons empruntée, elle est très fréquentée pour ceux qui souhaitent se rendre dans le pays voisin. La Guinée étant également appelée le château d'eau de l'Afrique, c'est dans cette zone bien évidemment que nous allons retrouver de nombreuses cascades de la région et également dans la zone de Dindéfelo. La zone que nous avons traversée est habitée principalement par l'ethnie des Peuls. Et moi étant une Sérère, donc c'est mon ethnie, nous sommes des cousins à plaisanterie. Je vais d'ailleurs m'arrêter dans un four à pain de Peuls et je vais me faire charrier. Salam alaikum. Alors ici nous sommes dans un four traditionnel et le jeune homme que nous sommes en train de voir sur la vidéo fait ce qu'on appelle le tapalapa. Et donc ce pain sera ensuite distribué dans tout le village et dans les villages alentours pour la modique somme parfois de 100 francs. Si vous voulez faire cette destination, le moyen de transport le plus efficace reste bien évidemment le 4x4.
Pour les destinations les plus authentiques de la région, l'accès reste relativement difficile. Donc, il faudra bien évidemment penser à votre budget transport et inclure le 4x4 dedans. Donc là, on a l'école qui est actuellement en construction et on est venu avec ce 4x4. En vrai, on n'a même pas eu de répit. À peine on a débarqué dans le village, le temps de mettre les chaussures de trekking, on s'est lancé et on a eu à peu près 40 minutes de marche à travers des paysages incroyables pour rejoindre la grande descente vers la cascade. Ah, en tout cas. Karim, facilité bi ngay wàccee ah. On y est presque. Hop là. Ça glisse, ça glisse. J'espère que personne ne se moquera de l'état de mon pantalon et si jamais vous osez le faire, je vous mets au défi d'aller reproduire la même visite et de revenir en étant propre. Aywa. Oui. Pardon. Pardon. Excusez. C'est-à-dire que là, si tu sais pas grimper, c'est même pas la peine. Hein.
Alors les amis, même si vous avez l'habitude de faire du trekking, ce qu'il faut savoir, c'est que ces zones peuvent être rapidement dangereuses. Donc je vous conseille vivement d'y aller avec un local ou de partir accompagné d'un guide qui a l'habitude d'y aller. Moi, je me suis arrêtée à là où ma capacité pouvait me permettre. Même alors. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tout à l'heure, on n'est pas monté de l'autre. Ah non, c'était pas là. Vas-y, passe d'abord. Les amis, j'espère que vous avez aimé mes aventures à Lombel. C'est sur cette note que je vous quitte pour le premier épisode de mes aventures à Kédougou et je vous donne rendez-vous pour le second épisode où je vous emmènerai à la découverte d'une autre cascade qui se trouve dans le village de Malinda. À très bientôt et laissez-moi tout plein de commentaires. Bisous!